Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en direct ce soir. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez déjà pris possession du chat sur la droite comme je le vois, donc c'est très bien. Je suis ravie de voir qu'on a des habitués qui connaissent le fonctionnement de cette séquence. Alors, on va commencer dans quelques instants, le temps que tout le monde se connecte, y compris quelques petits retardataires, mais on va pas commencer dans trop longtemps. Déjà, avant de commencer, pour ceux qui l'ont remarqué, vous avez vu, vous disposez d'un chat en bas à droite sur lequel vous pouvez discuter, vous pouvez échanger. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat ou mieux dans l'onglet « Questions » qui est situé normalement en bas à droite en fonction de votre ordinateur. Cet onglet « Questions », il est pratique puisqu'il vous permet aussi de voter pour les questions qui vous paraissent importantes et pour lesquelles, et pour lesquelles vous aimeriez qu'on y accorde une plus grande attention. Donc, avant de laisser la parole ce soir à monsieur le professeur Philippe Blacher, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Tous Politiques, ceux qui n'ont pas encore participé à ces mardis citoyens, Tous Politiques, nous, on est en quelques mots l'institut qui accompagne l'engagement des citoyens progressistes. Donc, en fait, que vous soyez élu, que vous soyez citoyen, que vous soyez militant, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que vous puissiez vivre votre propre engagement, qu'il soit politique ou militant, dans les meilleures conditions, en mettant à votre disposition des outils, des ressources, des connaissances sur diverses thématiques. Notre rôle, c'est aussi de vous aider à construire des réseaux pour partager, pour valoriser votre expérience et pour vous accompagner dans les causes et les combats que vous pouvez porter dans votre quotidien, dans votre collectivité, à un niveau national, ou que sais-je, mais en tout cas, on est là pour être à vos côtés. Et depuis 2018, Tous Politiques, on a accompagné près de 2000 élus locaux et environ 1500 citoyens. Ça vous donne un petit ordre d'idée sur le public qu'on accompagne. Et quant à ce qui nous rassemble ce soir, les Mardis Citoyens. Les Mardis Citoyens, c'est un rendez-vous mensuel, une fois par mois, gratuit, en ligne, comme ce soir, et qui s'adresse à toutes et à tous, sans exigence d'âge, ni de compétences, ni de niveau d'études. C'est le but de ces rendez-vous, puisqu'en effet, ce qu'on va chercher à faire ensemble, c'est de vous donner des outils, c'est de vous donner des clés de compréhension pour décrypter l'actualité politique, pour que vous puissiez monter en compétences et développer vos convictions de manière éclairée sur des thématiques qui sont des thématiques d'actualité. Et puisqu'on parle de thématiques d'actualité, il ne vous a pas échappé que dans quelques jours dans les mois qui vont arriver, vont se tenir de grandes élections. Et c'est pourquoi on a décidé aujourd'hui qu'il serait intéressant de vous parler alors, on a employé le terme modèle électoral, mais on a compris après que ce n'était pas vraiment la bonne expression, et je pense que Philippe Blacher pourra revenir dessus. Mais donc voilà, on voulait parler du système peut-être électoral de la Ve République, qui est donc un thème en effet tout à fait d'actualité aujourd'hui. Et je dois juste faire une petite précision, c'est qu'en effet, on est sur un terrain où vous allez pouvoir poser vos questions, mais ce temps qu'on a entre nous aujourd'hui, ce n'est pas un temps d'échange qui est consacré aux élections en cours, c'est-à-dire que ce n'est pas une tribune politique. Donc, on vous remercie vraiment de prendre en compte ce point dans vos questions, dans vos interventions, et gardez en tête qu'on est là pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne, à comprendre tous ces dispositifs d'élection. Mais voilà, ce n'est pas une tribune politique, donc gardez-le bien en tête. Notre intervenant ce soir, c'est monsieur le professeur Philippe Blacher. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, Philippe Blacher, qui est professeur agrégé de droit public à l'université Jean Moulin Lyon 3 et aussi vice-président de l'Association française de droit constitutionnel. Vous pouvez lui poser toutes vos questions, il saura très bien y répondre. Ne vous en faites pas, il y aura un temps à la fin pour des questions-réponses que vous pourrez poser dans l'onglet questions. Et donc, je vous propose qu'on ne traîne pas et qu'on entre dans le vif du sujet. Puisqu'en effet, comme vous l'avez certainement tous déjà lu, le texte de la Constitution de 1958 prévoit une élection du président de la République au suffrage universel indirect à la base, sauf que depuis, on a connu quelques évolutions dans les modes de scrutin de l'élection présidentielle, la prochaine élection se tenant le 10 et le 24 avril prochain. Est-ce que vous pourriez revenir, monsieur le professeur, sur le modèle électoral de l'élection présidentielle, et notamment sur les règles de l'élection, qu'on parte de l'établissement de la liste des candidats jusqu'à la proclamation des résultats?
Bon, tout d'abord, bonsoir et merci pour votre invitation. Bonsoir à tout le monde. C'est un peu frustrant de ne voir personne et en même temps de parler, à tout le monde, mais je vais essayer quand même de répondre à l'exercice et je suis très heureux de pouvoir m'adresser à un public différent de celui auquel je m'adresse habituellement, à savoir les étudiants. Mais vous avez eu raison de le préciser, le droit, et en particulier le droit constitutionnel, s'adresse à tous les citoyens et pas simplement aux étudiants des facultés de droit ou des instituts d'études politiques. Et c'est donc avec cette vision que je m'adresse ce soir à vous. Alors, le thème que vous m'avez imposé s'intitule effectivement le modèle électoral hein, de la Ve République. La notion de modèle me paraît discutable parce que quand on parle d'un modèle, on renvoie à un système qui serait soit imité à l'étranger, soit un système tellement efficace qu'il deviendrait un modèle, c'est-à-dire une référence. En réalité, il me semble que lorsqu'on parle du modèle électoral, on renvoie plutôt à un mode d'organisation qui a évidemment changé au fil de l'histoire de la Ve République. Et vous l'avez précisé dans votre propos introductif, si je reste sur le terme de modèle, j'aurais tendance à dire qu'il y a eu finalement 2 modèles sous la Ve République en matière, d'organisation des élections. Il y a eu le modèle tel qu'il a été pensé par les pères fondateurs du régime, le modèle initial, à bien des égards. Et puis, il y a un modèle qui a complètement changé à partir de 1962, c'est-à-dire très rapidement, dès le départ de la mise en place des institutions. Alors, le modèle initial, celui auquel les constituants, c'est-à-dire les fondateurs de la Constitution, avaient essayé qu'ils avaient essayé de mettre en place, ce modèle initial, on l'oublie trop souvent, mais c'est un modèle dans lequel le président de la République est élu par un collège électoral qui correspond au même collège électoral qui intervient dans l'élection du Sénat. Et à bien des égards, sous la Ve République, le bicamérisme, c'est-à-dire l'existence de 2 assemblées, se justifiait en 1958 par cette idée que le général de Gaulle souhaitait absolument défendre. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre, pouvait avoir chez les sénateurs et au Sénat un allié face à une Assemblée nationale où se représentaient tous les partis politiques. Et il y avait à l'époque une grande méfiance à l'égard de l'Assemblée nationale et une grande méfiance à l'égard des partis politiques traditionnels de la 4e République. Et donc, en 1958, le modèle électoral, c'est un modèle dans lequel les députés sont élus au suffrage universel direct, c'est-à-dire sont élus par les citoyens directement, et le président de la République et le Sénat sont désignés par un même collège par des élus locaux. Et ce modèle permettait d'assurer une sorte d'équilibre dans ce que l'on appelle en droit un régime parlementaire. Et ce modèle a rapidement dévié puisque, comme vous l'avez rappelé, à partir de 1962, cette année-là, hein, pour reprendre l'expression de Claude François, à partir de 1962, tout a changé. Le général de Gaulle a souhaité introduire la réforme de l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Et à partir de là, eh bien, cette élection, l'élection présidentielle, est devenue l'événement central dans la vie politique française. Un événement central, mais également un événement structurant, puisque les élections des députés sont devenues finalement accessoires par rapport à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, on arrive à un modèle électoral qui ne ressemble plus du tout à celui qui avait été pensé en 1958, puisque tout le monde a bien conscience que la principale élection sous la Ve République, c'est l'élection présidentielle. L'élection des députés, on parle d'élections législatives normalement, mais moi je préfère parler d'élection des députés parce que le pouvoir législatif ne s'exerce pas uniquement qu'avec la Chambre des députés. Le pouvoir législatif correspond à un pouvoir plus complexe. Donc je préfère parler de l'élection des députés. L'élection des députés suit de quelques semaines l'élection présidentielle et on va considérer que ces 2 moments constituent le rythme politique et le rythme électoral d'un quinquennat. Et l'élection des sénateurs, bah, finalement, on en parle peu aujourd'hui. On considère que c'est, d'une certaine manière, une élection secondaire.
Or, en réalité, et c'est ce que j'aimerais peut-être essayer de démontrer aujourd'hui, s'il y a bien des élections qui sont importantes, ce sont les élections des parlementaires. Alors, l'élection présidentielle, évidemment, est très importante. Mais il ne faut pas oublier que les élections législatives le sont tout autant. Et je vais rentrer dans le vif du sujet, même si vous ne voulez pas qu'on parle de l'actualité, mais je vais quand même envisager 2 hypothèses. Première hypothèse, le président de la République est réélu, mais il perd les élections des députés, c'est-à-dire qu'il n'obtient pas de majorité à l'Assemblée nationale. Qui va gouverner? Le Premier ministre, avec sa majorité parlementaire. Deuxième hypothèse, Madame Le Pen remporte l'élection présidentielle. Ce scénario, malheureusement, est envisageable au regard des derniers sondages. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les élections législatives ou les élections des députés prennent une autre dimension. On se rend compte à ce moment-là que tout se joue au moment de l'élection des députés. Et dans chaque circonscription, il faut évidemment faire barrage à une présidente d'extrême droite qui accède à l'Élysée. Donc, on voit bien que l'élection à l'Assemblée nationale est une élection au moins aussi importante que l'élection présidentielle. Alors, j'en viens à la question que vous m'avez posée. Comment fonctionne cette élection présidentielle à laquelle nous nous préparons tous, puisque le premier tour arrive très très rapidement? J'ai tendance à découper l'élection présidentielle en 3 grands moments, 3 temps. D'abord, le premier temps qu'on pourrait appeler le temps de la préparation des candidatures. En termes un peu plus rigoureux, on dira la période de la présélection des candidats. Et cette période, elle arrive au moins 1 an avant le premier tour d'une élection. Et durant cette période, plusieurs événements politiques et juridiques se déroulent. Alors des événements politiques, c'est-à-dire des événements qui ne sont pas nécessairement encadrés par le droit, et en particulier par le droit constitutionnel. Je pense par exemple aux primaires. Il est possible qu'une formation politique décide d'organiser une primaire pour sélectionner son candidat ou sa candidate, mais ce n'est pas une obligation puisque la Constitution ne l'impose pas. Autre exemple, des candidats au sein d'une même formation ou d'une même famille politique peuvent décider de se porter candidat, mais il faut bien avoir conscience que ce n'est pas parce qu'on se déclare candidat qu'au final, on devient candidat. Il y a plusieurs critères à respecter, et là, c'est le droit qui prend le dessus sur la volonté politique. Alors, quels sont les critères à respecter pour être candidat à l'élection présidentielle? Alors, il y a plusieurs critères. Je ne vais pas citer ici les textes de la loi organique de 1962, ce serait un peu rigoureux, mais simplement, vous savez tous que parmi les conditions pour accéder à la candidature officielle, et c'est le Conseil constitutionnel qui déclare officiellement les candidatures au début du mois de mars pour cette année, il faut obtenir des signatures de 500 élus locaux. C'est ce qu'on appelle les présentations en droit, et dans le langage un peu ordinaire, on appelle cela les parrainages. Et cette première étape, cette présélection, c'est une course aux signatures, hein. Et cette année, nous avons vu qu'entre le mois de novembre, décembre et surtout jusqu'au mois de mars, c'est la question de l'obtention des signatures qui a fait l'actualité de tous les candidats déclarés pour l'élection présidentielle, avec des problèmes qui se posent chaque année lorsqu'il y a un premier tour d'une élection présidentielle. Les questions d'égalité entre les candidats. Il est clair qu'un candidat bien installé, enraciné dans un parti politique qui comporte beaucoup d'élus locaux a plus de facilité à obtenir les signatures qu'un candidat isolé. Et puis, on s'aperçoit aussi que ce système des 500 signatures génère des dérives avec des pratiques de tirage au sort, de consultation locale pour savoir qui le maire doit parrainer. Et ces pratiques de consultation locale sont tout à fait sauvages. Elles sont organisées de manière artisanale dans des communes, dans des conditions qui ne respectent absolument pas les exigences du droit électoral. Mais les maires décident de pratiquer ce genre de vote, de consultation locale, pour éviter d'être suspect ou d'être les cautions politiques d'un candidat, car, et c'est là le problème juridique que soulèvent ces signatures, en droit,
présenter un candidat, ce n'est pas soutenir politiquement le candidat, c'est être le garant qu'une personnalité est digne de se présenter. Or, ce système qui a fonctionné assez correctement jusque dans les années 1990 est aujourd'hui, me semble-t-il, à bout de souffle, car on se rend bien compte que la course aux signatures engendre plus d'inconvénients que d'avantages. Et on peut observer que, et sans être du tout méprisant à l'égard de tel ou tel candidat, il y a actuellement, parmi les candidats qui se présentent à l'élection présidentielle, des candidatures fantaisistes ou des candidatures qui, au sein d'une formation politique, on va dire marginale, ne permettent pas d'avoir une chance de figurer au second tour. Donc peut-être que ce système des parrainages mériterait d'être corrigé, d'être réformé. Donc voilà pour la première étape, hein, une étape de présélection des candidats. Une fois que cette étape est remplie, il y a un second moment, celui dans lequel nous sommes, qui s'appelle la campagne électorale. Et cette campagne électorale, elle se découpe sur le plan du droit en deux temps. Il y a d'abord ce qu'on appelle la campagne intermédiaire, qui commence le jour où le Conseil constitutionnel publie la liste officielle des candidats. À partir de là, les candidats bénéficient d'un financement public. L'État leur octroie une avance, une somme d'environ 150 000 euros, ce qui permet par exemple, je pense à un candidat, d'acheter un bus ou de louer un bus à son effigie et de parcourir un Tour de France. Ce n'est pas lui qui va financer l'organisation de sa campagne, c'est l'État qui lui permet, parce qu'il est officiellement candidat, de financer ses premiers jours de campagne. Et puis, la candidature officielle permet aussi aux différents candidats de bénéficier d'un temps d'antenne devant les médias. Et ce temps d'antenne, il correspond à une règle qui est la règle de l'équité. L'équité, c'est-à-dire que chaque candidat dispose d'un temps qui, à proportion de ce qu'il représente à la fois dans les sondages et également dans la représentation nationale, c'est-à-dire au Parlement, eh bien, ce temps lui est alloué. Et ensuite, vous avez, après cette campagne intermédiaire, une seconde période qui est très courte, celle dans laquelle nous sommes. Ce sont les 15 jours qui précèdent le premier tour et les 15 jours qui précèdent le second tour. On appelle cela la campagne officielle. Et c'est uniquement durant cette campagne officielle qu'une stricte égalité de temps de parole est allouée entre les candidats. Alors, nous parlons ici de droit, hein, d'égalité du temps de parole. Et nous avons des autorités administratives indépendantes comme l'ARCOM, qui est une autorité qui a remplacé le CSA, qui veille à cette égalité dans les médias. Mais en réalité, il faut être honnête, il n'y a pas d'égalité possible, d'égalité mathématique entre les candidats en raison de l'existence des réseaux sociaux, en raison de l'intervention des soutiens politiques du candidat dans différents médias. Tout cela me paraît bien artificiel et il conviendrait peut-être, là aussi, d'apporter une réforme à cette stricte égalité du temps de parole, car il n'est pas normal que le président de la République ou un candidat majeur qui représente 15 à 20 d'intention de voix soit traité à stricte égalité avec un candidat fantaisiste. Mais ça, cela peut-être au niveau des questions, on pourra en reparler, c'est un autre problème. Et puis enfin, vous avez le troisième temps. Le dernier temps, c'est le temps de l'élection, c'est-à-dire les 2 tours, avec la proclamation des résultats, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, qui est le juge de l'élection présidentielle. Voilà pour les 3 moments, hein, les 3 moments importants de cette élection. Et une fois que ces 3 moments sont terminés, se tient une période durant laquelle chaque candidat est tenu de rendre ce qu'on appelle ses comptes de campagne, parce qu'il y a un volet financier qui est très important dans l'élection présidentielle. Un candidat, un ancien candidat, ancien président de la République, en a fait les frais, si vous me permettez l'expression. Cette campagne financière impose à chaque candidat de remettre ses comptes de campagne après l'élection, afin que les autorités compétentes, et notamment le Conseil constitutionnel, puissent vérifier qu'il n'y a pas eu de dépassement dans les dépenses de campagne, puisque nous ne sommes pas aux États-Unis. En France, ce n'est pas l'argent
qui doit faire l'élection, mais ce sont les candidats qui doivent convaincre les citoyens par leur campagne. Voilà pour on va dire, les grands moments qui rythment une élection présidentielle. Je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le détail des règles qui s'appliquent pour cette élection, mais je peux peut-être dire en 2 minutes quelle est la règle du jeu, finalement, pour l'élection présidentielle, sans rentrer dans l'explication exhaustive de la Constitution, et en particulier de l'article 7, et sans rentrer dans les détails non plus du mode de scrutin. Mais il me semble qu'il y a deux principes en matière de règles du jeu pour l'élection présidentielle. Premier principe, le président de la République est toujours élu avec une majorité absolue des suffrages exprimés. Donc c'est une règle importante. Être élu avec une majorité absolue des suffrages exprimés. Cela explique pourquoi, pour l'élection présidentielle, le vote blanc n'est pas considéré comme un suffrage exprimé. Parce qu'il y aurait un risque qu'avec une majorité de votes blancs, le président de la République puisse ne pas être élu en raison précisément de cette exigence qui est prévue par la Constitution. Le président de la République doit être élu par une majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire 50% plus 1 des personnes qui ont déposé un bulletin de vote pour un candidat ou pour un autre candidat. Deuxième règle, qui est une règle non pas de droit, mais une règle politique, le président de la République est toujours élu au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors, ce n'est pas une obligation juridique, puisque selon l'article 7 de la Constitution, un candidat qui obtient une majorité absolue de voix au premier tour peut être déclaré vainqueur. Mais l'expérience montre que tous les présidents de la République ont été élus à l'issue de l'organisation d'un second tour. Et à ce niveau-là, il y a quelques originalités que l'on oublie si l'on ne lit pas la Constitution. La première originalité tient au fait que peuvent se maintenir au second tour non seulement les deux premiers du premier tour, mais si l'un des deux décide de se désister, le candidat ou la candidate placé en troisième ou en quatrième position. C'est possible. Ce scénario, évidemment, ne s'est jamais produit. Jusqu'à présent, le candidat arrivé en tête et le candidat arrivé second, deuxième au premier tour se sont toujours maintenus au second tour, mais ce n'est pas une obligation. L'article 7 de la Constitution indique bien que, le cas échéant, un autre candidat peut se présenter à la place du premier ou du second. Alors, cette hypothèse peut éventuellement se dérouler si deux personnalités d'une même famille politique, nous avons eu dans le passé, par exemple, M. Jacques Chirac et M. Édouard Balladur, qui appartenaient à la même formation politique, si deux candidats n'arrivent pas à se départager avec suffisamment d'écart au premier tour, et si les sondages montrent que l'un des deux a plus de chances de l'emporter au second tour. Dans cette hypothèse, il est possible qu'un jour, peut-être pas cette fois, mais qu'un jour, le candidat arrivé second se désiste au profit de celui arrivé troisième, avec peut-être un ticket. Celui qui finalement se maintient au second tour accepte de prendre comme futur Premier ministre celui qui s'est désisté à son profit. Donc ça, c'est une originalité que l'on oublie, mais qui me semble importante à préciser. Et puis, l'élection présidentielle emporte également une deuxième originalité, c'est que même si, et là je pense à notre actuel président de la République, même si un candidat, un président de la République a donné toute satisfaction pendant 2 mandats, depuis 2008, il n'est plus possible à un président de la République d'exercer un 3e mandat consécutif. Par conséquent, la Constitution impose ce que l'on appelle une limitation du cumul des mandats dans le temps pour les présidents de la République. Et désormais, cette limitation est fixée à 2 mandats. 2 mandats, cela peut sembler beaucoup, 10 ans. En réalité, le président de la République est la seule institution en France à faire l'objet d'une telle limite. Tous les autres mandats électifs peuvent s'accomplir au moins 3 fois. Je ne comprends pas pourquoi le constituant, en 2008, a imposé cette limitation à 2 mandats consécutifs, car si les citoyens décident de réélire un président pour une 3e fois, c'est-à-dire pour un mandat de 15 ans, ce qu'a accompli à peu près François Mitterrand
entre 1981 et 1995, eh bien, pourquoi s'en priver? La Constitution, en tout cas, désormais, est rédigée comme telle. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les généralités concernant cette première élection. Alors, qui peut soulever, là encore, des difficultés en cas d'empêchement ou de décès d'un candidat. Je ne sais pas si vous voulez que j'aborde cette question ou si je l'aborderai au moment de la discussion. Non, allez-y, je pense que c'est intéressant. Bah alors, c'est un scénario que je ne souhaite pas, évidemment, mais qui est tout à fait possible. C'est un scénario qui a fait l'objet d'une grande actualité lors de la précédente élection présidentielle en 2017, puisque, comme tout le monde le sait, l'un des candidats, François Fillon, a été non pas empêché sur le plan juridique, mais empêché physiquement, on va dire, et politiquement de faire campagne. Et la Constitution apporte quand même quelques précisions à ce sujet. Dans l'article 7, il est indiqué que si avant le premier tour, donc si avant même la déclaration du Conseil constitutionnel, si un candidat se trouve empêché, c'est-à-dire malade, ou si il décède, eh bien, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter la date de l'élection. Et puis, il y a une autre hypothèse. Si un candidat officiel cette fois, hein, c'est-à-dire un candidat qui a rempli toutes les conditions de signature, il a remporté une primaire, son parti le soutient et le Conseil constitutionnel l'a inscrit sur la liste des candidats. Eh bien, si ce candidat se trouve soit empêché, soit s'il décède, eh bien, le Conseil constitutionnel décide. Il n'a pas à décider, ce n'est pas une possibilité, il décide de reporter l'élection. Et cette fois, c'est une certitude, le Conseil constitutionnel va considérer que l'élection doit être décalée de quelques jours pour permettre à sa formation politique de s'organiser. Et puis, il y a une hypothèse qui concerne le candidat qui se trouve empêché ou décède entre les deux tours. Et là, c'est plus compliqué parce que le Conseil constitutionnel a l'obligation d'annuler toute la procédure et il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer, c'est-à-dire qu'il faut repartir à zéro. Chaque formation politique doit à nouveau se lancer dans la quête des 500 signatures, etc. Donc vous voyez que la Constitution essaye quand même de répondre à des imprévus, à des hypothèses qui pourraient malheureusement survenir, avec peut-être une incertitude sur la notion d'empêchement. Là, le droit laisse l'imagination de chacun euh, euh, susciter la définition de ce qu'est un empêchement. Il n'y a pas de définition juridique de l'empêchement. Qu'est-ce qu'être empêché? La mise en examen est-elle un empêchement? Le cas Fillon nous montre qu'a priori, c'est non. Un empêchement, ça peut par exemple être une maladie, ça peut être une démence, ça peut être un enlèvement. Hein, imaginons un candidat qui est enlevé à quelques jours du premier tour. Bon, c'est une situation d'empêchement, une disparition. Mais il est vrai que la notion d'empêchement en droit soulève la question de sa matérialité, de sa définition. Et là, c'est une incertitude. C'est pour ça que les juristes aiment bien interpréter le droit. Et je suis sûr qu'il y aura des hypothèses d'empêchement dans l'avenir parce que l'affaire Fillon n'était absolument pas envisageable. C'était même un scénario imprévisible. Mais ce scénario s'est produit et nous avons vu lors de la dernière élection que les juristes ont beaucoup écrit à ce sujet dans la grande presse. Voilà ce que je pouvais dire sur peut-être sur cette première élection, l'élection présidentielle. Et alors du coup, en parlant d'interprétation du droit, on a une question d'Étienne qui, je pense, se relie à ça, qui est la suivante. La limite des 2 mandats, est-ce qu'elle est absolue ou est-ce qu'elle concerne uniquement 2 mandats consécutifs? Autrement dit, 3e ou un 4e mandat, est-ce que ce serait possible après une alternance? Bon, je pense que, évidemment, tout est possible. Hein. On peut interpréter les mots. Les mots de la Constitution font l'objet de 2 lectures. La première lecture, une lecture stricte, indique qu'une fois que le président de la République a accompli 2 mandats, il ne peut plus se représenter. Il n'est plus éligible à ce titre. Mais effectivement, on peut avoir une autre interprétation, mais une interprétation à la Poutine ne me paraît guère opportune.
L'interprétation de la Poutine, parce que Poutine a fait cela en Russie, consisterait à dire, avec la même disposition, en tout cas une disposition qui ressemble à la disposition française, le président de la République peut accomplir 2 mandats, puis ensuite il peut pendant un mandat ne pas exercer de fonctions politiques éminentes, et ensuite il peut éventuellement se représenter pour en accomplir encore 2. Je ne pense pas que cette lecture soit celle qui corresponde à l'interprétation officielle de la disposition de l'article 6 de la Constitution. Merci beaucoup. Et donc, une autre question en lien avec le cumul des mandats. Pensez-vous que ce soit bon pour la démocratie et contre l'installation de mauvaises pratiques qu'un maire puisse cumuler 4, voire 5 mandats municipaux? Ah, c'est une autre question, ça. C'est une question qui concerne les élections locales. le cumul des mandats dans le temps au niveau local. Disons que, pour répondre à cette question, moi je ne suis que juriste, hein, je ne suis pas un homme politique, mais j'aurais tendance à dire que la raréfaction des vocations pour devenir soit conseiller municipal, soit maire, m'inciterait plutôt à dire, bah, après tout, si on a des candidats, des volontaires pour accomplir 3-4 mandats avec une certaine expérience, qui est indispensable pour le mandat municipal, bah, pourquoi pas? Moi, je n'y vois absolument aucun problème démocratique, bien entendu. Au contraire, je suis très admiratif de ces citoyens qui sont engagés, parfois bénévolement, parce que le mandat municipal est quand même un mandat difficile, exigeant, les gens sont agressifs, et c'est ingrat, hein. C'est vraiment pour l'intérêt général que les citoyens s'engagent en l'espèce. Donc moi, je pense que ce n'est pas un problème, entre guillemets, démocratique. Après, la question du cumul des mandats dans le temps se pose différemment, me semble-t-il, pour certains parlementaires, soit des députés, soit des sénateurs, qui ont tendance à abuser de leur mandat et qui considèrent, ou en tout cas qui ont considéré jusqu'à présent, parce que je crois que le profil sociologique des parlementaires a beaucoup changé depuis 2017, mais qui avaient tendance à considérer que le mandat parlementaire était une sorte de complément à un mandat local. Il y a eu des abus par le passé, incontestablement, des sénateurs qui ont accompli 4, 5 mandats. Ce n'est absolument pas acceptable sur le plan des exigences démocratiques, surtout pour un mandat parlementaire. Parce qu'un mandat parlementaire, c'est un mandat qui permet à un élu non seulement de représenter sa formation politique et de jouer un rôle soit dans la majorité, soit dans l'opposition d'une assemblée parlementaire, ce qui est essentiel pour la démocratie, mais ça permet également à un territoire d'être représenté. Et je pense que pour représenter un territoire, il faut quand même non seulement le connaître, mais avoir des réseaux bien sûr, mais également être en position, on va dire, sociologique, de représenter l'ensemble des corps constituant le territoire, à la fois les anciens, mais également les plus jeunes. Et parfois, on aboutit à un manque de représentativité, à une crise de la représentation qui découle d'une durée trop longue dans le mandat d'un parlementaire. Je ne veux pas prendre d'exemple, hein, bien évidemment, mais je pense que ce qui se passe au niveau d'une municipalité n'est pas du tout comparable à ce qui peut se passer soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, vous avez aussi vous avez fait le constat d'un système à bout de souffle en parlant de la récolte des parrainages. Et on a une question d'Étienne à nouveau qui demande, mais quelles alternatives peut-on envisager à la récolte des parrainages? Bon, c'est une question intéressante et difficile, parce que s'il y avait une solution miracle, elle serait déjà là. Tout le monde a bien conscience que le système des 500 signatures pose problème, y compris les candidats, et ce sont même eux les premiers qui en ont conscience. Je pense que, il y a 2 ou 3 pistes envisageables. La première orientation, ce sont des rapports, notamment la commission présidée par Lionel Jospin en 2012, qui renvoie également à une ancienne commission qui était présidée par le doyen Georges Vedel dans les années 1990, donc des experts en sciences politiques et en droit constitutionnel, qui proposent de changer complètement le système des signatures par un parrainage citoyen.
c'est-à-dire permettre aux électeurs de soutenir les candidatures. Alors, ce système est un système qui fonctionne assez bien dans des pays étrangers, notamment au Portugal, mais également en Pologne. Et l'idée serait ici de confier à, allez, 150 000, 200 000 citoyens avec des moyens informatiques ou des technologies, des outils numériques assez sophistiqués, de permettre de désigner un champion pour se présenter à l'élection présidentielle. Alors, ce système, en apparence, est très démocratique. Et je reconnais que c'est un système qui pourrait répondre à une aspiration citoyenne que l'on a vue notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes ou pendant les mouvements Nuit debout, à savoir les citoyens seraient investis, pour une fois, dans la désignation des candidats à l'élection présidentielle. Mais ce système, moi, il me pose un problème, c'est que, d'une certaine manière, il officialise la collecte des candidatures comme étant un premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, nous aurions une élection présidentielle, finalement, à 3 tours. Premier tour, les citoyens qui vont choisir leur candidat. Deuxième tour, le premier tour de l'élection présidentielle. Et puis, troisième tour, le second tour de l'élection présidentielle. Et par ailleurs, ce système, me semble-t-il, comporte un second défaut. C'est peut-être là l'inconvénient le plus important. C'est que jusqu'à présent, pourquoi ce sont des élus, en particulier les élus locaux, mais aussi les parlementaires, il ne faut pas les oublier, qui peuvent présenter un candidat? Parce qu'ils pèsent sur eux une responsabilité. La responsabilité eh bien de vérifier que le candidat est un candidat sérieux, crédible, qu'il respecte bien les exigences minimales pour devenir président de la République. Or, moi, j'ai peur qu'en confiant ce soin, cette fonction uniquement aux électeurs, on puisse aboutir à des abus, à des candidatures plus que fantaisistes, dangereuses, populistes. Et d'une certaine manière, ce système ne permettrait plus de filtrer les candidatures, puisque les électeurs ne sont pas des garants, mais au contraire uniquement de soutenir des candidatures, et on risquerait de tuer l'élection présidentielle en ayant une multitude de candidatures. Si vous avez une élection présidentielle à 16 candidatures, on connaît le résultat. On sait que cette élection présidentielle, malheureusement, ne peut pas fonctionner sérieusement. On ne peut pas débattre au premier tour à 16 candidats. Donc cette première solution, elle me semble, sur le plan des principes, intéressante, mais en réalité, elle est dangereuse. Alors, deuxième orientation, là, c'est le rapport de la commission présidée par Édouard Balladur en 2007 qui avait orienté en ce sens. Il est possible de réformer le système actuel en augmentant le nombre des présentateurs, c'est-à-dire le nombre de ce qu'on appelle les parrains, en passant actuellement il y en a 40 000, de 40 000 à 100, 150 000 euros, à peu près personnes, par exemple, permettant à tous les conseillers municipaux de faire partie du collège susceptible de parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Mais là encore, cette réforme me paraît à la fois sur le plan des principes séduisante, mais en réalité, elle comporte un défaut, c'est qu'à partir du moment où, depuis la dernière élection présidentielle, tout est rendu public, cette transparence absolue, cette publication des élus qui parrainent a tendance à freiner les présentations. Par exemple, il y a des maires qui ne veulent pas s'engager pour afficher leur présentation à l'égard de tel ou tel candidat parce qu'ils trouvent que eh bien, leurs électeurs pourraient se retourner contre eux. Et d'une certaine manière, ce n'est pas en augmentant le nombre des membres du collège susceptibles de présenter les candidats que l'on va remédier à ce problème de la transparence absolue. Donc il y a une troisième voie qui me paraîtrait peut-être la plus simple et la plus efficace, ce serait de rendre tout simplement le parrainage obligatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un élu local, on a des droits, mais on a aussi des obligations. Eh bien, parmi les obligations qui pèseraient sur les 42 000 membres du collège qui sont susceptibles de présenter un candidat, eh bien, il y aurait l'obligation de parrainer un candidat. Donc là, peut-être que ça affranchirait finalement les maires de tous les obstacles qu'ils rencontrent face à l'incompréhension de leurs électeurs
Et en tout cas, on serait certain que les 40 000 présenteraient un candidat. Actuellement, je rappelle que le chiffre est en baisse permanente. Je crois qu'il y a à peu près 13 ou 14 000 personnes qui ont présenté un candidat à l'élection. 13 ou 14 000 sur 42 000. Donc l'abstention ne concerne pas que les électeurs, elle concerne aussi les présentateurs. Merci beaucoup. Je vous propose, comme le temps avance un petit peu, qu'on passe aux questions suivantes, mais on garde les questions qui sont posées quand même, si jamais on a un peu de temps à la fin. Là, cette fois, on voulait mettre en lien la question du mandat de président de la République et celui des membres de l'Assemblée. Et en effet, en 2000, on a eu une réforme du quinquennat, comme vous le savez, qui a donné la même durée au mandat de président de la République qu'à celui des députés. Et l'Assemblée nationale avait adopté en 2002 l'inversion du calendrier électoral pour que l'élection législative ait lieu après l'élection présidentielle. Est-ce que vous pouvez donc revenir sur l'articulation entre les élections présidentielles et les élections des députés et revenir également sur les avantages et les inconvénients de mener la campagne présidentielle en amont de la campagne d'élection des députés? Oui, alors je vais être très simpliste dans ma présentation parce que c'est une chose un peu compliquée que cette inversion du calendrier électoral, mais ce que nos auditeurs doivent comprendre, c'est que dans la Constitution, il n'y a absolument rien qui règle le calendrier de la séquence entre l'élection présidentielle et les élections, je vais les appeler législatives, je ne voulais pas, mais je vais quand même les appeler législatives pour être bien compris. Il a donc fallu voter une loi organique. Et cette loi organique, effectivement, elle fut votée, il faut le rappeler, en pleine période de cohabitation, en 2001. Cohabitation entre le président de la République, Jacques Chirac, et le Premier ministre, Lionel Jospin. Quel était l'objectif recherché? L'objectif recherché, c'était tout simplement d'éviter la cohabitation. Nous sommes donc en pleine période de cohabitation et il y a une sorte de pacte entre la droite républicaine et la gauche socialiste. Ce pacte consiste à dire plus de cohabitation, plus jamais de cohabitation. Alors on peut le regretter, on peut considérer que finalement, en période de cohabitation, les institutions politiques sont rééquilibrées dans la mesure où le président est en repli et le gouvernement s'appuie sur une majorité élue démocratiquement à l'Assemblée nationale. Mais le principe a été de dire en 2001, non, non, il faut absolument éviter la cohabitation, qui est une situation incongrue, une situation anormale, et c'est la raison pour laquelle une loi organique, c'est-à-dire une loi un peu plus importante qu'une simple loi ordinaire, a été adoptée. Et le Conseil constitutionnel a considéré que le vote de cette loi organique était tout à fait conforme à l'esprit de la Constitution. Et je cite la décision du Conseil constitutionnel du 9 mai 2001, qui est intéressante à cet égard, en raison, dit le Conseil constitutionnel, de la place de l'élection présidentielle dans le fonctionnement des institutions de la Ve République. Donc le Conseil constitutionnel aussi officialise dans sa décision la place importante qu'a pris l'élection présidentielle, et c'est pour cette raison qu'il était souhaitable que les élections des députés suivent l'élection du président de la République. Bon, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Les points positifs de cette inversion, évidemment, l'inversion du calendrier électoral donne au président de la République élu pratiquement l'assurance de pouvoir confortablement disposer d'une majorité pour gouverner pendant 5 ans. Puisque non seulement il y a une séquence, une synchronisation entre l'élection présidentielle et les élections législatives, ce qui permet aux députés inscrits, labellisés majorité présidentielle, de soutenir le président qui vient de remporter l'élection. Et donc, on considère qu'à quelques semaines près, les Français, les électeurs, ne vont pas changer d'avis et qu'ils vont donner au président de la République les moyens pour gouverner. Donc, l'avantage, c'est que cela opère une clarification électorale. La majorité présidentielle permet au président de la République de gouverner pendant 5 ans. Et cet alignement permet également d'assurer un quinquennat tranquille pour le président de la République, puisque désormais, le quinquennat, les 5 ans de durée
du mandat présidentiel. 5 ans, on pourrait discuter du retour au septennat, hein, peut-être, mais s'il y a des questions, je veux bien en parler. Mais 5 ans, cela permet au président d'être élu en même temps que les députés qui sont eux aussi désignés pour une période de 5 ans. Donc ça, c'est l'avantage. Il n'y a plus de cohabitation. C'est ce qui était recherché. L'inconvénient, ou les inconvénients, ils sont redoutables, me semble-t-il. On s'aperçoit en effet que depuis les années 2000, l'Assemblée nationale est en crise permanente. L'Assemblée nationale ne peut plus exercer de façon satisfaisante ses fonctions en matière de vote de la loi ou en matière de contrôle du gouvernement. Pourquoi? Eh bien, pour résumer, hein, pour être assez simpliste, mais c'est comme ça que ça se passe, la majorité étant majoritaire à l'Assemblée nationale, le fait majoritaire empêche, neutralise les députés d'exercer correctement leur mission. Parce que le gouvernement va toujours considérer que la majorité doit fidèlement, par solidarité, appuyer l'exécutif. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient, avec cet alignement de la majorité des députés sur le président de la République élu, le programme électoral qui va s'appliquer tout au long du quinquennat n'est pas le programme que les députés ont éventuellement défendu pour être élus dans leur circonscription, mais c'est le programme électoral du président de la République. Ce qui veut donc dire que l'élection présidentielle vient complètement neutraliser, étouffer les élections législatives. Et pendant 5 ans, les députés de la majorité sont censés appliquer le programme électoral du candidat à la présidence de la République, alors que, en principe, sur le papier, dans un régime parlementaire, la majorité de l'Assemblée nationale, la majorité des députés, n'est pas tenue d'appliquer le programme électoral du candidat d'une autre élection. Il y a, me semble-t-il, une dérive qui s'appelle la présidentialisation du régime. Dérive que tous les spécialistes de la vie politique observent depuis la mise en place du quinquennat et qui consiste finalement à constater que c'est le président de la République qui gouverne. Il gouverne non seulement au sein de l'exécutif, rappelez-vous les mots du président Nicolas Sarkozy dans son discours d'Épinal en 2007, « Je serai un président qui gouverne ». Mais oui, c'est un président qui gouverne. Il gouverne à l'exécutif, au sein de l'exécutif, privant ainsi son Premier ministre de sa fonction première, qui est prévue pourtant par l'article 20 de la Constitution, puisque le président de la République étant celui qui décide, le Premier ministre, d'une certaine manière, devient le collaborateur du président de la République, ce qui finalement correspond à une sorte, je vais utiliser un mot un peu compliqué, mais de primo-ministérialisation du chef de l'État. Le chef de l'État devient un Premier ministre, de fait. Et puis, au-delà de ça, le président de la République, qui théoriquement n'a aucune emprise sur le Parlement, le président de la République, au nom de la séparation des pouvoirs, ne peut pas être considéré comme étant responsable au Parlement, mais il n'a pas de pouvoir de décision sur les parlementaires. Aucun texte, ni dans la Constitution, ni dans les lois organiques, ne donne au président de la République une compétence à l'égard des parlementaires. Et pourtant, tout se passe comme si le président de la République était le chef de la majorité présidentielle au Parlement. Et j'en veux pour preuve les 2 discours du président Macron devant les parlementaires réunis en congrès, qui sont des feuilles de route pour sa majorité présidentielle. Dans ces 2 discours, le président de la République a clairement dit, voilà, je fixe un cap et c'est à vous de voter les lois pour atteindre ces objectifs. Donc l'inconvénient de cet alignement de l'élection des députés sur l'élection du président de la République, c'est que d'une certaine manière, ce système déséquilibre, aggrave l'effacement du Parlement, déséquilibre les institutions et met le président de la République en première ligne. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, ni pour le président de la République, qui est accusé de tous les maux, on le voit bien, pendant la gestion de la crise du Covid-19, c'était le président de la République qui prenait sur lui toutes les critiques des opposants à la politique vaccinale. Et en même temps, le président de la République, lui, il n'y est pour rien. Mais il n'y est pour rien parce que précisément, le système donne l'impression que c'est lui qui décide de tout, là où en réalité, et on s'en aperçoit
où on s'en apercevra s'il y a une cohabitation qui revient un jour, le président de la République est tributaire d'une majorité à l'Assemblée nationale susceptible de le soutenir. Donc ce système n'est pas un système satisfaisant parce qu'il aggrave, il renforce les prérogatives présidentielles et il efface totalement les parlementaires, à tel point que c'est quand même assez inquiétant de s'apercevoir qu'il y a énormément de députés de la majorité qui ne souhaitent plus se représenter parce qu'ils constatent, amèrement sans doute, mais qu'ils n'ont aucune emprise sur les décisions qui malheureusement sont prises. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce système avec ses avantages et ses inconvénients. Il y a quand même des avantages, hein. L'avantage, c'est que les choses sont désormais très claires. Une fois que le président de la République est élu, il dispose d'une majorité pour gouverner. Ce fut le cas avec Nicolas Sarkozy, avec M. Hollande et avec M. Macron. Il y a peut-être une précision à ajouter qui m'incite aussi à penser que ce système est peut-être un système intéressant en cas d'accident de l'histoire. Imaginons que Mme Le Pen devienne présidente de la République, on sera bien content de voter quelques semaines plus tard aux élections législatives pour éventuellement freiner un accident du corps électoral. Donc, ce système n'est pas entièrement mauvais parce qu'il peut permettre de passer finalement à une autre république sans changer de constitution, de passer à une 6e république, un régime primo-ministériel. Parce qu'à partir du moment où une majorité à l'Assemblée nationale ne soutient pas du tout le président de la République, il n'a plus les moyens constitutionnels de pouvoir résister. Et donc, c'est intéressant, ou ça sera intéressant pour l'observateur de constater ce qui pourra éventuellement se passer en cas d'accident à l'élection présidentielle dans les élections qui suivront la Chambre des députés. Merci beaucoup. Alors, c'est bien parce que vous avez répondu aux questions en même temps qu'elles étaient posées. Donc, je vais redescendre un petit peu, mais on voulait vous poser la question, quelles pourraient être éventuellement les conséquences si on révisait justement le lien entre ces deux élections? Si on révisait le lien entre ces deux élections. Si on revoyait, disons, si on rechangeait l'ordre, etc. Qu'est-ce qu'on... Alors, quelles sont les conséquences? moi je ne sais pas, je ne suis pas, un réformateur, enfin c'est pas mon job, hein. Moi j'observe et je dis éventuellement ce qui peut se passer. Mais s'il y a une déconnexion entre la présidentielle et la législative, d'abord cette déconnexion, vous pouvez l'obtenir de différentes manières. J'ai un collègue, par exemple, Jean-Philippe de Rosier, qui a une proposition qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui consiste à faire voter les électeurs le même jour pour la présidentielle et pour les législatives. Ça peut introduire effectivement un changement. Ça peut introduire un changement parce que les gens peuvent parfaitement, les électeurs peuvent décider de voter, je ne sais pas, pour Yannick Jadot, pour la présidentielle et puis, pour En Marche, pour, la législative. Et on peut aboutir à des résultats comme ça absolument surprenants. Et on peut aussi imaginer une autre formule qui consiste à revenir finalement à la situation antérieure, une distance temporelle entre la présidentielle et les législatives. Dans cette hypothèse, il me semble que la Constitution laisse quand même au président de la République la possibilité de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale pour trouver une majorité. François Mitterrand l'a utilisé à 2 reprises, en 1981 et en 1988. Nous avions un président de la République élu qui se trouvait face à une majorité parlementaire qui n'était pas de son bord politique. Qu'a-t-il fait? Il a prononcé la dissolution, parce que c'est tout à fait logique. Dans les institutions de la Ve République, le président de la République veut nommer un Premier ministre qui soutient son action. Donc, il serait tenté, je pense, de prononcer la dissolution. Ce qui signifie finalement que désynchroniser ne changerait pas fondamentalement la possibilité pour un chef de l'État de chercher à obtenir une majorité présidentielle. Le sens de l'histoire sous la Ve République n'est pas celui de la désynchronisation, mais au contraire est celui d'une fusion entre président de la République et majorité parlementaire. Peut-être que plutôt que de chercher à couper les deux élections, la solution viendrait de la suppression du poste de Premier ministre. Parce que finalement, ce poste de Premier ministre, à quoi sert-il aujourd'hui? Alors, sur le papier, il sert à représenter l'exécutif au Parlement, parce que seul le Premier ministre est responsable de son action
devant les parlementaires. Mais en réalité, on sait bien qu'avec le fait majoritaire, il n'y a aucun risque qu'un Premier ministre en exercice, soutenu par une majorité de députés, soit amené à démissionner pour le vote d'une censure ou pour un vote de défiance suite à une déclaration de politique générale. Moi, très sincèrement, je me pose la question, notamment depuis la période de la crise sanitaire, de l'utilité d'un Premier ministre. On s'aperçoit que le Premier ministre, c'est devenu, à bien des égards, un un collaborateur chargé essentiellement de relayer la parole présidentielle. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas si c'était votre question, mais en tout cas, je pense qu'il serait peut-être plus efficace de supprimer le poste de Premier ministre que de dissocier les 2 moments électoraux. Merci beaucoup. Oui, c'était complètement le sens de la question. Alors, il y a Michael qui pose une question qui est liée à cette question de la primo-ministérialisation du président et que Michael appelle la présidentialisation du Parlement. Mais est-ce que vous avez pu constater dans le cadre de vos recherches un accroissement des projets de loi du fait de cette présidentialisation du Parlement, pour reprendre cette expression? La question, elle est très pointue. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit, le président de la République n'est pas à l'initiative des projets de loi. Juridiquement parlant, c'est le Premier ministre qui est à l'origine des projets de loi. Et là, on voit bien qu'il y a, encore une fois, une hypocrisie, puisque les projets de loi traduisent juridiquement le programme électoral du président de la République. Et c'est le président de la République qui décide des projets de loi qui sont discutés au Parlement, puisque finalement, comme c'est lui qui préside le Conseil des ministres et comme tout se décide en Conseil des ministres, tout s'y décide, mais en réalité, le Conseil des ministres n'adopte rien, il n'adopte aucune décision, puisque les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres. Donc le président de la République va dire, bon voilà, ce projet de loi est prioritaire, celui-là ne l'est pas, et c'est le président de la République qui va, d'une certaine manière, orienter il va orienter tous les débats qui se dérouleront au Parlement en indiquant quelles sont les réformes prioritaires selon lui. Et le Premier ministre sera juridiquement l'auteur du projet de loi. Il va peut-être déléguer à un ministre tel ou tel projet de loi, mais c'est le gouvernement et pas le président de la République qui porte les projets de loi au nom du président de la République. Donc, est-ce que j'ai constaté une primo-ministérialisation? Oui, mais pas au niveau des projets de loi. La primo-ministérialisation, c'est un terme qui signifie que désormais, le président de la République s'occupe de tout. Il s'intéresse à des mesures de détail. Là où antérieurement, sous François Mitterrand, par exemple, et bien avant, le président de la République n'était pas nécessairement celui qui s'occupait de savoir s'il fallait, oui ou non, un temps scolaire, au niveau des rythmes scolaires, réformer l'institution, ou s'il fallait plus de soignants, moins de soignants. Enfin voilà, ce sont des mesures importantes, mais c'était le Premier ministre qui décidait de cela. Aujourd'hui, c'est le président de la République. Avant, le président de la République, il s'intéressait au long terme. Au long terme, c'est-à-dire à la diplomatie, à la protection de l'environnement, à la politique nucléaire de la France, à la politique industrielle de la France. C'était ce que faisait le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il ne s'intéressait pas à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des mesures de détail. Or, avec le mouvement de présidentialisation du régime, on a le sentiment que le président de la République est omniscient, il répond à tout. Et d'ailleurs, on lui demande tout. Et c'est peut-être une mauvaise chose pour lui également, pour l'institution, parce que ça fragilise l'institution. Le chef de l'État, dans les textes tels que la Ve République fonctionne, est normalement destiné à être un peu au-dessus de la mêlée. Il a une fonction d'arbitre, de garant des institutions. Or, on s'aperçoit de plus en plus, depuis Sarkozy, mais ça s'est aggravé, ça s'est aggravé, ça s'est confirmé, on va dire, avec ses successeurs, que les chefs d'État s'occupaient de mesures de détail. Et c'est peut-être là la crise de la fonction présidentielle. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre, et là, ce n'est pas du droit, mais c'est que dans les années 60-70, les présidents de la République pouvaient décider de tout. Ils ne le faisaient pas, mais ils pouvaient décider de tout parce qu'ils étaient encore dans une France qui pouvait maîtriser son propre destin. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que le président de la République, mais c'est la même chose pour l'État en général,
l'État vit dans un monde globalisé. Le politique est en crise parce que le politique ne peut plus décider librement. Et il y a, ne serait-ce que sur le plan économique ou sur le plan environnemental, une globalisation qui fait que des acteurs privés fixent des contraintes aux décisions politiques prises par le chef de l'État. Je ne pense pas que le président de la République n'aurait hésité une seule seconde s'il avait la possibilité de fixer le prix de l'essence à moins d'1,50 €. Pourquoi ne le fait-il pas? Parce qu'il ne peut pas le faire. Il n'y a plus cette emprise que les chefs d'État pouvaient avoir à l'époque. Et puis les chefs d'État sont, les présidents de la République en France sont aujourd'hui concurrencés par le bas et par le haut. Par le bas, par la décentralisation. C'est très difficile aujourd'hui de négocier, que ce soit avec une grosse métropole ou avec une région, surtout si cette région est politiquement hostile à la majorité présidentielle. Et puis, le chef de l'État est également concurrencé par le haut. Il y a l'Union européenne, il y a les organisations internationales, il y a au niveau économique l'OMC, hein, l'Organisation mondiale du commerce. Tout cela, je pense que ça pèse énormément sur l'institution présidentielle qui se trouve dans une sorte de situation paradoxale. Le président de la République, d'un côté, sur le plan institutionnel, est un monarque républicain, en tout cas il est vu comme tel, perçu comme tel, mais en réalité, il est de plus en plus fragilisé parce qu'il n'a pas l'emprise sur la décision publique. Et je crois que ce hiatus, ce déséquilibre entre les apparences de l'institution présidentielle, on parle de Jupiter, on a parlé de l'hyperprésident, et la réalité de son pouvoir qui s'effrite d'année en année, eh bien, ça explique aussi la crise de la représentation politique. Parce qu'on ne peut pas tout demander à une personne. Et on ne peut pas tout demander à une institution, même si c'est l'institution présidentielle, dans un monde globalisé. Merci beaucoup. Alors là, on a beaucoup parlé des députés et du président de la République, mais on n'a pas encore évoqué la question des sénateurs. Et en effet, de l'élection sénatoriale, qui est un scrutin pas tout à fait comme les autres. Est-ce que vous pourriez revenir sur les spécificités de ces élections? Comme vous l'aviez dit, on n'en parle pas beaucoup finalement, et de la manière dont les sénateurs sont élus. Alors, on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, et pourtant, le Sénat est une assemblée très intéressante. D'abord, il faut expliquer que, les sénateurs ne se renouvellent pas comme les députés intégralement, hein. Le Sénat se renouvelle par moitié, donc c'est intéressant parce que, cela permet d'avoir, des parlementaires, hem, qui, assurent la transition avec les nouveaux entrants. Et c'est pas comme à l'Assemblée nationale où une nouvelle majorité, de parlementaires qui ne sont pas des professionnels de la politique découvrent du jour au lendemain le droit parlementaire et la vie à l'intérieur d'une assemblée politique. Et puis, les sénateurs sont désignés selon une autre procédure que l'Assemblée des députés. Et c'est bien normal parce que s'il y a 2 assemblées en France, c'est bien parce que la deuxième assemblée n'est pas la reproduction de la première. Sinon, il ne servait à rien d'instituer 2 chambres pour pour composer le Parlement, comme le dit l'article 24 de la Constitution, puisque l'article 24 de la Constitution est très clair. Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors, les sénateurs sont désignés par un système un petit peu complexe, mais ce qu'il faut savoir simplement pour cette élection, c'est d'abord qu'elle est obligatoire. C'est la seule élection obligatoire en France. N'y participent que les membres du collège pour désigner les sénateurs, c'est-à-dire les élus locaux principalement. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le Sénat est l'assemblée des élus, hein. Ce sont des électeurs très particuliers qui votent aux élections sénatoriales. Et puis, il y a un système de représentation tout à fait différent en fonction du département, en fonction de la taille du département, puisque dans les départements les moins peuplés, c'est-à-dire ceux qui envoient 1, 2 sénateurs, c'est un scrutin majoritaire uninominal qui va s'appliquer, c'est-à-dire qu'on va désigner une personne, hein, une sénatrice ou un sénateur. Là où, dans la plupart des départements, ceux qui envoient au moins 3 sénateurs pour siéger, c'est un scrutin à la représentation proportionnelle qui intègre la parité homme-femme qui s'applique. Ce qui explique pourquoi, dès le départ, le Sénat a été beaucoup plus rapidement féminisé que l'Assemblée nationale.
ce que l'on ne sait pas, hein, puisque le Sénat a une image d'assemblée un peu poussiéreuse. En réalité, sur le profil sociologique des élus, le Sénat a été très tôt plus féminisé que l'Assemblée nationale. Il y a encore des progrès à faire, je reconnais, mais un peu plus féminisé que l'Assemblée nationale. Et surtout, beaucoup plus de jeunes qui sont devenus sénateurs suite à ces réformes des modes de scrutin. Donc, les sénateurs sont désignés selon ce mode de scrutin que l'on dit indirect, mais ils ne sont pas pour autant moins légitimes que les députés. Parfois, les étudiants ne comprennent pas pourquoi le suffrage universel indirect est, sur le plan démocratique, aussi légitime que le suffrage universel direct. Alors, à ces étudiants-là, mais j'imagine qu'il n'y en a pas parmi nous, j'aurais tendance à dire, les ministres ne sont pas des élus, puisqu'ils sont nommés, et parfois les ministres n'ont jamais affronté le suffrage universel, et pourtant, personne ne remet en cause, ne remet en doute la légitimité démocratique des ministres. Le président américain est désigné au suffrage universel indirect aux États-Unis d'Amérique, et pourtant, il est démocratiquement élu. On considère même que les États-Unis sont un modèle de démocratie. Donc, en ce qui concerne le Sénat, j'aurais tendance à dire que le mode de désignation n'est pas moins légitime que celui qui s'applique au niveau des députés. Alors, peut-être sur le Sénat, je pourrais préciser deux choses pour attirer l'attention sur l'importance que joue cette assemblée parlementaire. Parce que le Sénat a mauvaise presse, je le sais. Je suis vraiment un défenseur du Sénat parce que je pense que euh, le Sénat est vraiment utile à la démocratie. Le Sénat, d'abord, il faut le savoir, collabore la plupart du temps avec l'Assemblée nationale pour voter les lois. J'ai des statistiques depuis 1959, c'est-à-dire depuis le début de la Ve République. 85% des lois, ce qui est énorme, hein, 85% des lois sont votées par une collaboration entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce qui veut donc dire que le Sénat, même dans l'opposition, collabore et accepte de donner son expertise pour que la loi puisse finalement être votée. Et il y a donc, dans 85% des cas, des hypothèses, une entente entre les deux chambres pour qu'un projet de loi, c'est-à-dire une décision du président de la République, puisque tous les projets de loi sont d'inspiration présidentielle, puissent finalement devenir des lois. Donc cela montre que le Sénat apporte une valeur ajoutée à la construction de la loi. Et cette valeur ajoutée, elle est réelle parce que quand on regarde en tant que juriste les rapports du Sénat, on s'aperçoit qu'ils sont d'une grande qualité parce que les sénateurs sont des élus locaux qui ont une expérience et qui ont peut-être une forme de sagesse. Le Sénat a été créé en 1795 avec, vous savez, vous vous rappelez votre histoire, il y avait un Conseil des 500 et un Conseil des Anciens. Et un député, alors, qui s'appelait Boissy d'Anglas, disait le Conseil des 500, c'est-à-dire aujourd'hui l'Assemblée nationale, c'est la passion de la République, et le Conseil des Anciens, c'est la raison. Eh bien, c'est un peu ça, le Sénat. Le Sénat a toujours joué un rôle de modération, mais il a toujours eu cette fonction avec cette idée de jouer stratégiquement une collaboration utile avec l'Assemblée nationale. Et puis, deuxième utilité du Sénat, me semble-t-il, c'est la seule assemblée parlementaire qui peut jouer le rôle de contre-pouvoir. On le voit bien notamment avec les commissions d'enquête parlementaires. Une commission d'enquête parlementaire qui réussit, c'est toujours une commission d'enquête sénatoriale. Parce qu'il n'y a pas le fait majoritaire. Le fait que l'élection du Sénat soit dissociée, déconnectée de l'élection présidentielle, rend les sénateurs libres. Ce sont des parlementaires libres qui agissent de manière indépendante, pas forcément pour contrer systématiquement le président de la République, mais qui agissent dans l'intérêt de la diffusion des informations et de la transparence. Et je trouve que les rapports d'enquête au Sénat sont de très très grande qualité et ils permettent, ces rapports d'enquête, même si le rapport d'enquête ne débouche que sur un rapport, ils permettent de mieux informer. Et donc, le Sénat, c'est une assemblée utile parce que précisément, contrairement à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de, allez, je vais utiliser un terme un peu fort, mais de soumission vis-à-vis de l'exécutif. Il y a une indépendance. Donc, quand on est parlementaire, je pense qu'il vaut mieux siéger au Sénat, et de surcroît, la cantine du Sénat est de meilleure qualité qu'à l'Assemblée nationale, mais ça, c'est une anecdote. Merci beaucoup, et pour la petite anecdote aussi. Avant de prendre les questions, parce qu'il y a quelques questions, mais j'aimerais bien ça ne dérange pas tout le monde évidemment, qu'on revienne sur la question de la définition de la démocratie représentative, parce que c'est vrai que c'est
enfin, pas forcément la définition, mais sur qu'est-ce que c'est qu'une démocratie représentative. Autrement dit, est-ce que le vote suffit à qualifier un régime de démocratique? Parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on entend souvent. Alors, votre question, elle est redoutable. Je vais partir d'un exemple très concret. Une élection présidentielle est perçue généralement comme, je mets des guillemets, un grand moment démocratique. Je pense que c'est un grand moment électoral, mais je ne sais pas si c'est un grand moment démocratique. Parce que le mot démocratie est un mot qui est dévoyé. On utilise la démocratie à toutes les sauces, si vous me permettez l'expression. Et je ne suis pas Cyril Lignac. On parle de la démocratie sociale, de la démocratie environnementale. Et on en oublie que la démocratie, c'est une forme de régime politique. Démos, kratos. Démos, le peuple, kratos, le pouvoir. Le pouvoir du peuple. Voter, est-ce exercer du pouvoir? Juridiquement, non. Voter, cela signifie opération consistant à désigner un représentant. Lorsque je mets mon bulletin de vote dans l'urne, je désigne un représentant, mais je ne décide de rien. Ce n'est pas moi qui vais voter la loi, c'est mon représentant qui va voter la loi. La démocratie, elle suppose nécessairement que le citoyen ou l'électeur puisse prendre des décisions, puisse exercer du pouvoir. Pour exercer du pouvoir, il y a plusieurs possibilités, plusieurs procédures. Je peux exercer du pouvoir en déposant une initiative législative, c'est-à-dire en déposant non pas une proposition de loi, mais en m'associant avec d'autres citoyens pour que une pétition ou une législation puisse éventuellement être discutée par une assemblée. Pour exercer du pouvoir, je peux aussi décider, si la procédure existe, de révoquer un élu. Je peux décider d'être consulté sur un projet de loi ou un traité international, sur quelque chose de très précis. Mais est-ce que l'élection est un moment démocratique? Personnellement, j'en doute parce que, certes, nous vivons en démocratie, mais si la démocratie se réduit à l'acte électoral, c'est-à-dire au fait de déposer un bulletin dans l'urne, alors il n'y a pas d'exercice de pouvoir derrière, ce moment. Et d'ailleurs, démocratie, ça renvoie au peuple. Qu'est-ce que le peuple? C'est redoutable en droit, lorsqu'on se pose cette question. Est-ce que le peuple, c'est uniquement le corps électoral? Là encore, je ne pense pas. Le peuple ne renvoie pas simplement à ceux qui votent, puisque nous serons un certain nombre à voter. Mais la démocratie concerne, tous les habitants, tous les résidents, les Français, les étrangers qui résident sur le territoire et qui ont des droits aussi et qui veulent vivre en démocratie et qui, par la démocratie, exercent des droits et des obligations bien sûr, mais des droits aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle le mot démocratie est un mot qui me semble dévoyé. Mais vous avez utilisé un autre terme qui me plaît plus, qui est le terme de représentation. Et effectivement, je crois que la France, comme la plupart des régimes politiques, fonctionne avec un gouvernement représentatif. C'est-à-dire que nous avons des représentants, et c'est la Constitution qui nous l'indique, hein, dans l'article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce soit par le vote, soit par référendum, c'est pas le vote, le référendum, soit par ses représentants. Et donc, à partir du moment où nous avons des représentants, l'élection est un moyen de les désigner, mais ni plus ni moins. Et j'insiste bien là-dessus, parce que si vous considérez que parce qu'une personne est élue, elle dispose d'une onction supplémentaire par rapport à une personne qui n'est pas élue, mais qui serait nommée, tirée au sort, ou qui aurait passé un concours, alors je crois qu'il y a véritablement quelque chose de transcendantal, une électoralisation de la fonction représentative qui me paraît dangereuse, tout simplement. Alors, que répondre à cette conclusion? Je suis bien embêtée. Comme l'heure a tourné très, très vite, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde la question que vous vouliez aborder et qui avait aussi été une question posée du septennat. Est-ce que pensez-vous du retour au septennat et le cas échéant, quelle serait la procédure? Alors, je ne suis pas contre le quinquennat ou pour le septennat. J'ai pas de religion en la matière, mais je trouve que les conditions dans lesquelles le septennat a été abandonné ne sont pas satisfaisantes.
D'abord parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on a abandonné la règle du septennat, si ce n'est pour éviter la cohabitation et pour aligner la durée du mandat du président de la République sur la durée du mandat des députés. Mais ce sont des raisons vraiment étriquées qui ont conduit à l'abandon du septennat. Alors que le septennat, pendant des années, même pendant plus d'un siècle, hein, puisque la règle existait depuis 1873, avait donné toute satisfaction. Euh, cette règle du septennat, moi je trouve, elle était particulièrement bonne, surtout, alors l'histoire nous dira si je me trompe, mais surtout si les présidents élus pour 5 ans ont du mal à être réélus. Ce fut le cas avec Nicolas Sarkozy, ce fut le cas avec François Hollande, qui ne s'est même pas représenté. Nous verrons, hein, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais il est plus difficile d'être réélu après un mandat de 5 ans. Et à contrario, il est peut-être plus confortable de ne pas se représenter après un mandat de 7 ans. Voilà ma théorie, ma philosophie. C'est-à-dire, je considère que à partir du moment où on a gagné l'élection présidentielle, on doit avoir du temps pour appliquer son programme électoral. 7 ans, c'est un temps qui me paraît satisfaisant. On le voit bien, en 5 ans, un président ne peut pas faire toutes les réformes qu'il aurait souhaitées. 7 ans, c'est un temps qui paraît adapté à appliquer substantiellement l'ensemble de son programme électoral. Et se représenter après 7 ans, c'est, me semble-t-il, peut-être une question que l'on doit se poser parce que je pense que la charge présidentielle est lourde et il faut vraiment en avoir envie pour rester 14 ans au pouvoir. Donc le septennat non renouvelable me paraîtrait être la bonne formule pour avoir un président de la République qui n'est pas fragilisé en second mandat. Et c'est peut-être la deuxième explication. Je pense qu'un président de la République qui accomplit un second mandat est en position de faiblesse. Il n'a plus rien à espérer. Alors peut-être qu'effectivement, n'ayant plus rien à espérer, il fera les réformes, même les réformes les plus impopulaires. Je pense à la réforme des retraites. Mais je pense aussi que ceux qui veulent lui succéder lui mettront des bâtons dans les roues et qu'à bien des égards, il aura plus de mal à discipliner sa majorité parlementaire en second mandat que s'il a les coups des franches dans un mandat de 7 ans. Donc voilà, pour ces raisons, qui sont des raisons essentiellement de stratégie interne à l'exécutif et de relations entre le président de la République et le Parlement, je pense que la formule du septennat non renouvelable est sans doute la meilleure solution. Mais évidemment, cette formule n'exclut pas, n'écarte pas l'hypothèse d'une cohabitation en fin de septennat avec une majorité hostile au président de la République. Mais encore une fois, il y a le droit de dissolution et la dissolution n'est pas interdite. Et donc sur cette question-là, est-ce que Nicolas qui pose la question de savoir s'il y a un passage à la proportionnelle, est-ce qu'un tel passage pourrait-il changer l'équilibre entre Assemblée nationale et président de la République, avec notamment, par exemple, pas de majorité présidentielle absolue? Alors, cette question, elle est compliquée, là aussi. Il y a eu des projets de loi qui ont été déposés par Édouard Philippe, 2 projets de loi, l'un en 2018 et puis ce projet de loi a été ensuite reformulé suite à l'épisode des Gilets jaunes et déposé, je crois, le 29 août 2019 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et ce projet de loi prévoyait d'introduire effectivement une dose de représentation proportionnelle à l'Assemblée nationale. Et parallèlement, le projet de loi proposait également de diminuer le nombre de parlementaires, de les diminuer en faisant passer sous la barre à peu près 400, autour des 400 députés, le nombre de parlementaires. Alors, est-ce que cela changera fondamentalement les rapports entre l'exécutif et l'Assemblée nationale? Je ne pense pas, parce que la dose de proportionnel envisagée était trop faible pour remettre en cause l'efficacité de l'obtention d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et il y a un juste équilibre, un dosage très subtil à trouver. Parce que si vous avez une Assemblée nationale qui ne se compose qu'à 100% suite à une représentation proportionnelle, vous avez le risque de ne pas obtenir de majorité qui viennent soutenir l'exécutif. Et ce risque, c'est le retour à un régime de la 4e République. Et ça, évidemment, c'est un acquis de la 5e, c'est une solidité de notre régime constitutionnel sur laquelle il serait quand même dangereux
de revenir, me semble-t-il. Donc, je ne pense pas que la proportionnelle puisse atteindre plus de 25% des députés. Sinon, il y aurait effectivement un risque de paralysie, tout simplement, des institutions politiques. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je vous propose qu'on en vienne à la fin de cette séquence. Et pour finir, et pour clôturer cette séquence, si on devait retenir 3 choses de votre intervention, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous ont écoutés et qui ont interagi ce soir? C'est à moi de dire Oui. ce que vous devez retenir de ce que j'ai dit. Bon, Ouais. simplement, peut-être première idée importante, la démocratie ne se réduit pas aux élections. Je crois que c'est quand même une idée que nous devons tous avoir à l'esprit. Le moment électoral est un moment important, mais la vie démocratique doit s'exercer en continu tout au long du quinquennat. Et il est quand même temps que les citoyens disposent de droits avec un S pour participer plus activement aux décisions qui les concernent. Il faut quand même observer qu'il n'y a plus de référendum depuis très longtemps en France et que le dernier référendum fut catastrophique par rapport à l'image que cela a donné de la démocratie française. Je rappelle que le peuple français a dit non au traité constitutionnel européen. Bon, moi, j'avais voté oui, mais peu importe. Et quelques semaines plus tard, les représentants en congrès ont intégré le traité de Lisbonne dans la Constitution, reniant d'une certaine manière l'expression directe de la volonté des citoyens. Donc, je crois qu'il faut que la démocratie française puisse affronter sereinement l'expression de la volonté des citoyens. Et là, l'épisode des Gilets jaunes est quand même une alerte importante qui montre bien, même s'il y a eu un grand débat, qu'il y a une aspiration des citoyens pour agir autrement que par l'élection. Moi, je crois beaucoup au niveau local. C'est-à-dire, je pense que les affaires locales intéressent les citoyens, peut-être plus que les affaires nationales. D'abord parce qu'au niveau national, il y a des enjeux qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Et ensuite, au niveau local, il serait quand même bon d'intégrer, je ne sais pas comment, mais d'intégrer tous les citoyens et au-delà, les résidents, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des citoyens, ceux qui vivent chez nous et qui possèdent des intérêts affectifs avec leur territoire, avec leur commune, de les associer plus étroitement aux décisions qui sont prises et qui les concernent. Donc ça serait la première chose. Hein, la démocratie ne se réduit pas à l'acte de vote. Ça, c'est, me semble-t-il, très important parce que c'est une illusion, encore une fois, c'est une illusion que de croire qu'un vote va tout changer. Alors je sais bien qu'en 1981, lorsque la gauche socialiste est arrivée au pouvoir, le slogan était « changer la vie ». Regardez aujourd'hui les slogans, c'est plus du tout ça. Hein. C'est avec vous, pour vous, mais c'est plus changer la vie parce qu'effectivement, on s'aperçoit que dans les sociétés contemporaines, le vote est quand même limité. C'est une procédure tout simplement importante, mais il ne faut pas non plus la surestimer. Donc ça, c'est la première, peut-être le premier enseignement que j'aimerais retenir de mes propos. Ensuite, deuxième chose à retenir, les élections législatives sont aussi importantes, si ce n'est plus importantes que l'élection présidentielle. J'en suis intimement convaincu. Un président de la République réélu qui n'obtient pas une majorité de députés est un président de la République neutralisé pour 5 ans. Et je pense qu'il faut à présent que les citoyens et surtout les médias s'intéressent aux législatives parce que la vraie élection, elle est là. Quel que soit le résultat de la présidentielle, les élections législatives, c'est essentiel. Je vois un commentaire, j'en profite pour répondre. Les budgets participatifs sont une vraie évolution dans la démocratie locale. C'est M. Mangin qui l'écrit. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense aussi qu'il faut que les citoyens qui ne sont pas intéressés par les questions politiques, sociales ou municipales soient associés. Et il y a un rapport qui a été créé par une mission d'information parlementaire pour lutter contre l'abstention. Et ce rapport donne des pistes très intéressantes pour intéresser les citoyens à la chose publique.
Parce qu'on est tous intéressés. Si on est là, c'est qu'on est intéressé par ces sujets. Mais vous avez une majorité dite silencieuse qui n'est pas intéressée par la chose publique. Et moi, je pense que notre devoir en tant qu'universitaire ou en tant qu'élu, s'il y a des élus parmi nous, et vous, votre association, elle milite en ce sens, et c'est peut-être la troisième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il faut absolument faire œuvre de pédagogie pour que la démocratie continue d'exister. Sans pédagogie, on peut aboutir uniquement par le vote à détruire la démocratie. On le voit par exemple dans ce qu'on appelle la démocratie illibérale, avec un I devant, I2L, illibérale. La démocratie illibérale, c'est une forme de régime qui s'applique en Hongrie, par exemple, régime dans lequel les chefs d'État sont élus démocratiquement, mais pour aboutir à appliquer des réformes antidémocratiques. Épuration des juges, suppression des droits et libertés élémentaires, politique autoritaire. Il faut faire donc très attention. Le suffrage universel, c'est bien, mais le suffrage universel, ça n'est pas tout. Et j'en reviens à ma première conclusion. Le moment du vote, c'est un moment important, mais il faut être aussi vigilant par rapport à ce que nos élus font avec nos voix. Et à bien des égards, le droit est là pour canaliser tout cela, mais il faut faire de la pédagogie également pour intéresser les citoyens à la chose publique. Voilà ce que je voulais dire. Bien, merci beaucoup. On ne saurait qu'être d'accord avec ces 3 points, et particulièrement le dernier. C'est pour ça qu'on est à Tous Politique très engagés sur ces questions de pédagogie, et c'est pour ça qu'on organise ces sessions de Mardi Citoyen. Merci beaucoup à toutes et à tous qui nous ont suivis ce soir. On est vraiment super heureux de vous voir nombreux à chaque fois, et curieux, et enthousiastes, et participants. Merci à vous, monsieur le professeur, Merci à vous. de bénéficier de votre expertise et votre éclérage qui a été souligné à de nombreuses reprises comme étant particulièrement intéressant. C'est gentil. Qui, à titre personnel, m'a redonné envie de retourner sur les bancs de la faculté de droit. C'est gentil. C'est un exercice quand même redoutable parce que pendant 1h30, on est interrogé, questionné. C'est pas forcément la meilleure heure, mais bon, écoutez, c'est plutôt l'heure de l'apéritif, mais remarquez, c'est bien parce que je vais pouvoir avoir une transition très confortable et très douce. Exactement. Et vous pourrez savourer l'apéritif 2 fois mieux. Mais vraiment, merci beaucoup. C'était vraiment très, très bien. Et avant de laisser tout le monde, je vous rappelle que la prochaine session des Mardis Citoyens aura lieu mardi 1er mai, toujours à 18h30. Et on parlera cette fois des femmes et de la politique sous la Ve République. Donc, un sujet tout aussi intéressant, dont Philippine vous a envoyé le lien dans le chat et qui est aussi accessible sur notre site internet. Pour cette session, vous y aurez accès en replay sur notre chaîne YouTube. Et on vous souhaite une très bonne soirée, un très bon apéro. Et allez aux urnes. Et merci à tout le monde. Tout le monde à aller aux urnes. Et merci beaucoup, monsieur Blacher. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir à tout le monde.